Oh, bonjour, aujourd'hui on va parler des nombres complexes. Alors, peut-être certains d'entre vous ont déjà vu un peu ce que sont les nombres complexes, et je vais vous demander d'oublier une certaine partie, c'est-à-dire tout ce qui est au sujet des nombres imaginaires. Parce que le terme imaginaire dans les nombres complexes est en fait un terme qui porte à confusion. Et je vais d'abord commencer par présenter les choses sous un autre angle, qui est les nombres complexes en tant que couple de nombres réels. Et je vais ensuite faire le lien avec les nombres imaginaires, enfin, ce qu'on appelle nombre imaginaire, qui en fait n'a rien d'imaginaire et est juste un terme qu'on utilise. Alors voilà. Je vais d'abord faire une petite introduction sur les nombres réels. Donc les nombres réels, on les représente souvent sur une droite. 0, 1, pi va être par là, moins 1,5, comme ça. Et sur ces nombres réels, en fait, on a défini des fonctions qui sont l'addition, la multiplication, la soustraction et la division. Des fonctions qu'on apprend tout petit sans même savoir ce qu'est une fonction. Donc en fait, par exemple, l'addition, qu'est-ce que c'est une addition? Une addition, c'est je prends deux nombres réels et je les mets à travers la fonction addition et ça me donne un troisième nombre réel. Donc l'addition est en fait une fonction de R croix R. Donc R croix R, ça représente l'ensemble des couples de nombres réels dans R. Alors après, bien sûr, l'addition est une fonction comme ça, mais elle est particulière. Elle a ses propriétés à elle, elle est spéciale. La multiplication, elle aussi, est une fonction de R croix R dans R. La soustraction, elle aussi, est une fonction de R croix R dans R. Par contre, si on regarde la division, là, il y a une petite différence. Est-ce qu'on a le droit de diviser par 0? Non, on n'a pas le droit. Donc, alors la division, on a le droit d'avoir 0 sur 5. Mais on n'a pas le droit d'avoir 5 sur 0. Ça, c'est interdit. Alors ici, dans la notation précédente, ici, ça représente le premier terme du couple, et ça représente le deuxième terme. Donc ici, ça va être une fonction de R croix R exclut l'élément 0 dans R. Souvent, R exclut l'élément 0. On peut aussi noter ça R étoile. Étoile, ça veut dire qu'on a retiré l'élément 0, donc dans R. Donc plus, en fait, on pourrait, par exemple, on pourrait dire plus de 5 et de 3 est égal à 8. Bon, on préfère noter 5 plus 3 égale 8. Quelque part, plus, c'est juste une fonction sur un couple de nombres réels. Donc là, quelque part, ce qui est intéressant avec les nombres réels, c'est qu'on a ces fonctions-là qui sont associées, qui sont très pratiques. Maintenant, je vais introduire un autre ensemble de nombres, ce qui sera à peu près l'ensemble des nombres complexes après. C'est l'ensemble des couples de nombres, donc l'ensemble R croix R, qu'on peut aussi noter R au carré, comme ça. Alors c'est pas le même carré que quand on met un nombre A au carré, hein. C'est un autre type de carré. Ce carré-là veut vraiment dire R croix R, ce qui n'est pas pareil. C'est le produit cartésien de R avec lui-même. Donc cet ensemble, c'est l'ensemble des couples de nombres AB, où A appartient à R, et B appartient à R aussi. Et je vais définir des opérateurs, enfin des fonctions comme l'addition, la multiplication, sur cet ensemble-là. Alors je vais définir par exemple l'addition de deux couples. Additionner deux couples, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, là je vais faire une addition qui a l'air assez intuitive. Je vais dire que A virgule B plus C virgule D, ça fait A plus C virgule B plus D. J'ai additionné les premiers termes entre eux et les deuxièmes termes entre eux. Bon, pour la soustraction, je vais faire pareil. A virgule B moins C virgule D est égal à
A moins C, virgule B moins D. Très bien. Et c'est là où je vais faire un truc qui est peut-être un peu moins intuitif. Je vais définir une multiplication de la manière suivante. A virgule B fois C virgule D est égal à AC moins BD virgule AD plus BC. Donc là, dans le premier terme, j'ai fait les deux premiers moins les deux derniers. Et dans le deuxième terme ici, j'ai fait les produits croisés, c'est-à-dire premier et dernier plus deuxième et troisième là. Voilà. Donc ça, c'est une multiplication. La multiplication là, c'est un peu plus compliqué que l'addition là. Alors ensuite, je vais essayer de remarquer quelques petites remarques. Imaginons, je prends un coup. Alors oui, déjà quelques petites remarques. On va remarquer que A virgule B fois C virgule D est égal à C virgule D fois A virgule B. Alors je ne vais pas faire le calcul ici. Et c'est pas du tout évident là, tel qu'on le voit. Parce qu'en fait, il faudrait d'abord présenter les choses sous cet angle-là, calculer ça, ensuite mettre ça dans l'autre sens et vérifier qu'on obtient bien ça si on refait les mêmes opérations. Là, tel que je l'ai défini, le fait que ça, on puisse changer l'ordre des choses et bien obtenir le même résultat, a priori, c'était pas évident. Mais bon, ça respecte bien donc le fait que A fois B est égal à B fois A. Mais pour un couple, si ça on appelle ça grand A et ça grand B, ça fait grand A fois grand B est égal à grand B fois grand A. Voilà. Bon, si on introduisait A virgule B fois C virgule D fois E virgule F, et j'appelais ça grand A, grand B, grand C, on obtiendrait, comme pour la multiplication normale, qu'on peut tout intervertir comme on veut, sans aucun souci. Donc quelque part, cette multiplication ressemble bien à la multiplication habituelle, et l'addition ressemble assez bien à l'addition habituelle. Donc on n'est pas trop perdu. On est assez content parce qu'on a réussi à faire un ensemble qui est plus grand que l'ensemble des nombres réels, parce qu'il y a deux nombres réels, et qui a des additions, des multiplications qui ont l'air assez intéressantes, quoi, qui nous perdent pas trop. Ensuite, je vais faire une autre remarque. C'est, imaginons, maintenant je vais travailler sur des couples, mais je vais que travailler sur des couples où le deuxième terme est égal à 0. Là, ici, B serait égal à 0, D est égal à 0. Et là, on va remarquer quelque chose d'assez intéressant. C'est que, alors, maintenant, je vais prendre des éléments qui sont, alors, cet ensemble, ça va être R croix le singleton 0. C'est-à-dire, en fait, c'est tous les couples de la forme A, 0, avec A appartient à R. Premier terme, je le prends dans R. Deuxième terme, je le prends dans l'ensemble où il y a juste l'élément 0. Donc, le seul élément que je peux prendre, c'est 0. Donc, ça veut dire que c'est forcément 0 là. Donc, cet ensemble-là, il décrit l'ensemble de tous les couples où A appartient à R et qui ont pour deuxième terme 0. Donc, si on travaille dans cet ensemble-là, qu'est-ce que devient cette addition, cette multiplication? A, 0 plus B, 0, ça va donner A plus B, 0. C'est marrant parce que finalement, si on supprimait le 0, ici, c'est comme si on était avec des nombres réels. A plus B est égal à A plus B. C'est sympa. Maintenant, si je fais la multiplication, A,0 plus F, donc fois B,0 est égal, alors là, la multiplication, attention, il faut bien prendre la définition qu'on a définie ici, hein, c'est cette définition-là. Donc je multiplie les deux premiers termes entre eux, c'est égal à A fois B, moins les deux derniers termes entre eux, 0 fois 0, moins 0 fois 0, virgule, je fais les produits croisés, A fois 0 plus B fois 0.
Et là, c'est intéressant, là. Là, c'est vraiment très intéressant. Parce que a fois b, donc ça, on le garde. Mais 0 fois 0, je le supprime. Donc, je n'ai pas besoin de le réécrire. Et là, c'est a fois 0 plus b fois 0. Donc, c'est 0 plus 0. Donc, c'est 0. Donc, on obtient que a,0 fois b,0 est égal à a fois b, 0. Alors là encore, donc encore une fois, c'est comme si, quelque part, du moment que le deuxième terme est c'est 0, on retombe comme si c'était des nombres réels. A fois b est égal à a fois b. Sauf que là, le deuxième terme est 0, mais tac, avec une multiplication qui en fait était définie de manière assez bizarre ici, bah finalement on retombe comme si c'était un nombre réel. Donc en fait, quelque part, on a défini une addition et une multiplication sur un ensemble plus grand que l'ensemble des nombres réels, sur l'ensemble des couples, mais qui, quand on supprime le deuxième terme du couple, en fait agit exactement comme si c'était l'addition de nombres réels ou une multiplication de deux nombres réels. Alors maintenant, c'est là où on va changer un petit peu les notations, et c'est là où je vais revenir un peu aux nombres imaginaires. Je vais juste dire, si le couple A, B, à la place de le noter A, B, ce qui en fait serait plus intelligent, je vais le noter A plus IB. Et je dis, comme quoi, si devant un terme il y a un I, alors dans ce cas-là, la partie derrière le I, je ne la mélange pas avec la partie sans I. Alors je note Z, j'appelle ça Z un nombre complexe. Alors l'ensemble des nombres complexes, c'est C avec une barre. Je dis Z est égal à A plus IB. Et quelque part, A et la partie imaginaire B, enfin IB, c'est un peu comme l'huile et l'eau, j'ai pas le droit de mélanger la partie IB avec la partie A. C'est un peu ça. Et donc ici, en fait, c'est un peu, par rapport aux notations précédentes, c'est comme si on avait noté le couple A, B. Et dans ces notations, qu'est-ce que deviendrait la multiplication ? Je vais noter Z1 est égal à A, B. Z2 est égal à C, D. Donc Z1 fois Z2, avec la définition de tout à l'heure de la multiplication, donc c'est A, B fois C, D, ce qui est égal à AC moins BD, virgule AD plus BC, ce qui est égal, si on a utilisé la multiplication de tout à l'heure avec les couples pour pouvoir passer de là à là, et maintenant on va réutiliser la notation avec le I imaginaire, et on va dire ça c'est égal à AC moins BD plus I fois AD plus BC. Alors je reviens. Alors ça veut dire qu'on a dit A plus IB fois C plus ID est égal à AC moins BD plus I fois AD plus BC. Alors maintenant, on va faire quelques remarques sur ce qu'on observe ici. Alors I, il ne faut pas oublier que I, c'est en quelque sorte une notation. C'est vraiment, en fait, quelque part, I représente comme quoi ce qui est derrière I, enfin, I multiplie quelque chose qui, en fait, avant représentait la deuxième partie du couple, c'est-à-dire le deuxième terme. Donc I, c'est un peu ce qui sépare le premier terme du couple avec le deuxième. Voilà. Donc ici, j'ai AC moins BD. Et quelque part, imaginons, on disait, en fait, quand j'ai I, alors c'est là où on va remarquer quelque chose de vraiment pas mal,
c'est qu'on va dire, imaginons qu'on dit i, c'est un nombre tel que i fois i est égal à moins 1. Un nombre imaginaire tel que i fois i est égal à moins 1. Dans ce cas, on remarque qu'en fait, avec la multiplication normale, on retombe sur en fait cette multiplication-là qui est bien la multiplication qu'on a définie tout à l'heure. Donc si on fait i fois i est égal à moins 1, on a donc a plus ib fois c plus id, c plus id, oui c'est ça, c'est égal à a fois c, plus a fois id, donc plus iad, plus i fois b fois c, donc plus ibc, plus i fois b fois d, donc plus i au carré b d, ce qui est égal à ac, plus i, ici je factorise le i fois ad plus bc, et ici j'ai un i carré, j'ai dit que i au carré est égal à moins 1, donc moins bd, et donc j'ai égal à ac moins bd, plus i fois ad plus bc. Donc on voit qu'en fait le i, si on utilise cette notation-là, le i, il agit vraiment comme si c'était juste i au carré égale moins 1. Et donc c'est pour ça qu'en fait on dit que i c'est en quelque sorte un nombre magique, enfin un nombre imaginaire, tel que i au carré est égal à moins 1. En réalité, le fait que i au carré est égal à moins 1, ça n'a rien de spectaculaire en fait, c'est juste parce que quelque part on n'est plus dans un ensemble de nombres réels. Dans l'ensemble des nombres réels, il n'y a aucun nombre tel que le carré de ce nombre est négatif. Mais dans les nombres complexes, ça n'a rien d'impossible. Parce qu'en fait, si je multiplie deux nombres complexes, donc j'ai a virgule b fois c virgule d, c'est égal à donc, je reprends ac moins bd virgule ad plus bc. Ici, on a un terme moins bd. Et donc quelque part, si la deuxième partie, à chaque fois des nombres qui sont ici, si ici j'ai 1 et ici j'ai 1 et ici j'ai 0 et ici j'ai 0, bah le b et le d vont se multiplier entre eux et je vais avoir moins 1 ici, tandis que je vais avoir 0, 0, 0. Donc je vais bien avoir un moins 1 ici. Donc en fait, c'est la deuxième partie du nombre qui quelque part peut faire en sorte que quand on les multiplie entre elles, la première partie devient négative. Donc en fait, le nombre i, si on notait juste le nombre i, ça serait en fait le couple 0,1. Parce que si on fait bien 0,1 fois 0,1, on obtient bien moins 1,0. Et avec les notations de tout à l'heure, on disait que moins 1,0, quelque part, c'était un peu comme si on avait le nombre réel moins 1. Voilà. Donc en fait, les nombres complexes, quelque part, il faut vraiment raisonner comme on n'est plus dans la droite des nombres réels, dans une ligne, mais on est dans un couple de nombres réels. Et donc maintenant, je vais montrer comment il faut bien se représenter un nombre complexe, graphiquement. Donc un nombre complexe, il faut le voir sur un plan. Ici, j'ai le premier terme du couple. Ici, j'ai le deuxième terme du couple. Souvent, on note ça i fois r, en fait. Mais bon, je trouve ça plus logique de noter ça r et de dire que c'est une deuxième coordonnée, tout bêtement. Donc ici, je vais avoir tous les nombres réels. C'est la ligne des nombres réels précédente. En fait, tous les nombres de la forme a, 0, donc on voit bien que c'est 0 la deuxième coordonnée, et en effet, la deuxième coordonnée ici, c'est bien 0 en hauteur, et a appartient à r, sur cette ligne-là. Les nombres imaginaires purs, c'est-à-dire ceux qui sont les nombres imaginaires purs, je vais les définir comme les nombres qui sont sous la forme 0,a, avec a est un nombre réel. Et en fait, si on notait avec la notation avec i, ça serait z est égal à i fois a. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre terme il n'y a pas de terme qui n'est pas multiplié par i. Ici, tout est multiplié par i ici. Et donc ces nombres-là, ils sont tous sur la verticale. Donc voilà. Alors ensuite,
il y a une autre notation avec les nombres complexes. Donc, un nombre complexe, ensuite, par exemple, ce nombre-là, si ici je notais ça A son abscisse et B son ordonnée, on aurait Z est égal à A plus IB. Voilà. Alors ensuite, graphiquement, par exemple, si j'additionne deux nombres complexes, qu'est-ce que ça va faire? Je dis Z1 est égal à A plus IB, Z2 est égal à C plus ID. Donc je vais dire que C, il est là, et D, il est là. Quand on avait fait l'addition précédemment, on avait dit j'additionne les deux parties réelles. Donc je vais prendre ça que j'additionne à ça. Donc je vais arriver ici à A plus C. Ici, on avait dit j'additionne les deux parties imaginaires. Donc je vais faire ça plus ça. Donc je vais faire ça plus ça. Donc j'arrive ici, B plus D. Et donc ici j'ai Z1 et j'ai Z2. On va dire que Z3 est égal à Z1 plus Z2. Et dans ce cas, Z3, ça va être ce nombre-là. Tac, 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 tac. Ça va être le nombre ici. Ça, c'est Z3. Ça, c'était Z1. Le nombre ici, c'était Z2. Et en fait, on a additionné ce vecteur-là avec ce vecteur-là. Donc on voit bien que les nombres complexes, dans le plan, il y a vraiment des choses intéressantes à faire avec. Alors ensuite, je vais montrer une propriété qui est, alors là, très surprenante et vraiment assez magique. C'est en fait, qu'est-ce que la multiplication de deux nombres complexes? Et ce qu'on va observer, ça c'est très fort, c'est qu'en fait, si ici j'ai un nombre Z1 et ici j'ai un nombre Z2, donc ici j'ai une certaine longueur, une autre longueur, un angle θ1, un autre angle θ2. En fait, multiplier les deux nombres complexes, graphiquement, le nombre Z3, il sera situé alors, sur la droite avec un angle θ1 plus θ2. Alors, θ1 plus θ2, j'imagine ça doit être à peu près là. Voilà. Il va être sur cette droite-là, avec une longueur qui va être cette longueur-là fois cette longueur-là. Alors ça, par contre, pour le deviner, c'est pas évident. Mais par contre, je peux vous faire la démonstration. Et pour faire la démonstration de ça, il faut un peu passer par les cosinus et les sinus. Alors, je rappelle un peu ce qu'est un cosinus et un sinus. Si je fais le cercle unité, on dit que, ici j'ai un angle θ, on dit que ça c'est cos θ. Ici c'est un cercle d'unité 1, c'est-à-dire ici la longueur c'est 1. Voilà, enfin là on est à moins i en fait, voilà, au niveau ici là. Ici on est à 1, voilà. Ici, là j'ai cos θ, et ici je vais avoir sinus θ. Enfin en longueur, ça c'est sinus θ, ça c'est cos θ. Si ça c'est l'angle θ. Donc maintenant, ce nombre complexe là, je vais l'appeler Z, et je vais l'appeler Z1. Donc je vais dire Z1, c'est égal à, d'après ce qu'on disait précédemment, cos θ1 plus i sinus θ1. Maintenant, je vais prendre un nombre Z2. Un autre nombre Z2, par ouais, je vais dire, alors imaginons que le cercle soit plus grand. Imaginons ici, ça soit pas 1, mais ça soit le nombre 5. À la place, il faudrait multiplier tout ça par 5, pour dire juste la longueur. Voilà. Donc ici, on va dire que Z1, c'est cos θ1 plus i sinus θ1 fois une longueur R1, un rayon 1. Quelque part, on définit un peu où est-ce qu'il est sur le cercle, quel est l'angle en fait avec cos θ1 plus i sinus θ1. Et ensuite, R1, ça définit quel est le rayon du cercle, à quelle distance il est de l'origine. Ensuite, je vais faire un nombre Z2, donc lui, il va être sur un autre cercle, imaginons qu'il est plus grand, avec un angle ici θ2. Et là, imaginons deux rayons R2.
Donc ici, on aura Z2 est égal à... Je vais tout effacer, ici, pour avoir de la place. Z2 est égal à R2 cos θ2 plus I sinus θ2. En utilisant les formules précédentes, quand on fait Z1 fois Z2, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va avoir Z1 fois Z2 est égal à R1 cos θ1 plus I sinus θ1 fois R2 cos θ2 plus I sinus θ2, ce qui est égal à un terme, un autre terme, un autre terme, un autre terme, enfin A fois B fois C fois D. Ce terme-là, je peux le mettre en premier, enfin en deuxième, quoi, donc je peux avoir R1 fois R2, fois cos θ1 plus I sinus θ1 fois cos θ2 plus I sinus θ2, ce qui est égal... ouais, non, là je vais remonter en haut. Ce qui est égal à R1 fois R2 fois cos θ1 fois cos θ2. Alors là, je vais tout mettre comme ça. Cos θ1, cos θ2. Donc ici, j'ai un I et j'ai un I. Donc I fois I, ça va faire moins 1. Donc je vais avoir moins sin θ1, sin θ2. Alors ça, là, j'ai fait les parties genre premier, premier, dernier, dernier. Maintenant, je vais faire les parties croisées. Donc, plus cos θ1 fois le I sin θ2. Plus I sin θ1 fois cos θ2. Voilà. Donc c'est égal à R1, R2 fois cos θ1, cos θ2 moins sin θ1, sin θ2 plus, alors ici j'ai un I, j'ai un autre I avec le plus qui les sépare ici, donc un terme fois I plus un autre terme fois I, donc je peux factoriser le I, donc plus I fois cos θ1 sin θ2 plus sin θ1 cos θ2. Et c'est là où on va voir, alors il faut connaître ces identités remarquables, enfin, non pas, enfin les formules sur les cosinus et les sinus, je veux dire. Alors il faut se souvenir que cos de A plus B, c'est égal à cos A, cos B, moins sin A, sin B, et sinus de A plus B, c'est égal à sinus A, cos B, plus sinus B, cos A. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Cos de A plus B, ça fait cos A, cos B, moins sin A, sin B. Si je regarde ici, ça va être dans l'autre sens. Si θ1 c'est A et θ2 c'est B. Donc j'ai cos θ1, soit cos A, cos B, moins sin A fois sin B. Donc j'ai exactement cette formule-là. Donc ici, en fait, je vais avoir cos de A plus B, c'est-à-dire je vais avoir cos de θ1 plus θ2. Et ici, qu'est-ce que je vais avoir? Sinus θ1 cos θ2, donc c'est comme sinus A cos B, plus sinus θ2 cos θ1, donc comme sinus B cos A, donc je vais avoir sinus de θ1 plus θ2.
Et ça, c'est vraiment, ça tombe vraiment un peu du ciel là. C'est très 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 fort. Donc on obtient comme quoi le produit de nos deux nombres, ça fait R1 fois R2 fois cos de θ1 plus θ2 plus I sinus de θ1 plus θ2. Et tac. Et donc là, on voit bien comme quoi les longueurs des cercles qu'on avait à l'origine, on avait dit le Z1, il était sur un cercle de rayon. Alors Z1, il était sur un cercle de rayon R1. Ça, c'était donc une distance R1 ici. Z2, il était sur un cercle de rayon de distance R2. Z1, il avait un angle θ1. L'autre, il avait un angle θ2. Et bon, on voit bien qu'ici, finalement, on a multiplié les deux longueurs entre elles. Donc on a fait R1 fois R2. Donc R1 fois R2, ça, je sais pas, peut-être quelque chose qui est par là, on va dire. Si ça, c'est à peu près égal à 2, voilà, ça multiplie à peu près par 2 ce truc-là. Voilà. Et par contre, après, pour l'angle, θ1 plus θ2, on a fait θ1 plus θ2. Alors vu que là, θ1 il est négatif, plus θ2, finalement, tac, ce serait à peu près vers là. Ici, on aurait notre Z3 ici. Donc on multiplie les longueurs entre elles et on additionne les angles entre eux. Alors une notation qui est très pratique, ensuite, et c'est vraiment une notation donc vraiment pratique, c'est de noter le nombre. Enfin, donc je vais recommencer à mettre des coordonnées là, enfin des couples de nombres. Le nombre cos θ1 virgule, enfin cos θ virgule sinus θ, ce qui est en notation avec les i, ce qui est la notation qu'on utilise tout le temps en cours en fait, cos θ plus i sinus θ, on va noter ce nombre e puissance iθ. Et pourquoi est-ce qu'on le note comme ça? C'est parce que les puissances, vous savez, les puissances, on a e puissance a plus b, c'est toujours égal à e puissance a fois e puissance b. Et ici, quelque part, on retrouve bien cette formule-là à cause des cosinus. C'est-à-dire, si... ah oui, voilà, un nombre, je peux toujours le mettre sous la forme, un nombre z, je peux le mettre sous la forme le rayon du cercle sur lequel il est, fois, je disais, le cos θ sinus θ qui décrivent son angle θ. Donc fois e puissance iθ, voilà. Et si j'ai Z1, donc c'est R1 qui est θ1, et un Z2 qui est égal à R2 e puissance iθ2, je vais pouvoir dire comme ça, Z1 fois Z2 est égal à R1 fois R2, E puissance. Donc on disait que finalement les angles s'additionnaient, donc ici ça doit bien faire θ1 plus θ2. Et en fait on vérifie que finalement, quand on multiplie Z1 et Z2, bah, ça respecte bien le fait que c'est juste les angles qui s'additionnent. Donc on peut bien dire E puissance iθ1 et iθ1 fois E puissance iθ2 est égal à E puissance i θ1 plus θ2. Bon, voilà pour aujourd'hui, merci, à la prochaine.